Louis. Bonsoir. Voilà, rebonsoir. Après avoir parlé des maillots du Stade Français, oui. on va parler d'autre chose, des choses un peu plus sérieuses, donc parce que alors ça c'est quelque chose quand même d'intriguant, la mémoire de l'eau, c'est ça? Exactement. Ce sont, on va parler des travaux d'un scientifique qui est décédé en 2004, qui s'appelait le docteur Jacques Benveniste, et dont peut-être on reconnaîtra plus tard l'extraordinaire avancée de ses travaux. C'était un scientifique français de très très haut niveau, mais qui s'est heurté face à une espèce de, comment dirais-je, de tenants de la science officielle qui l'ont quand même un peu laminé. D'accord. Bon, ouais. Donc. Et pourtant, il était à l'aube de faire des découvertes extraordinaires pour l'humanité. D'accord. Les pour, les contre aussi ce soir, ou plutôt, on va essayer de creuser un peu plus. On va essayer de creuser, de voir exactement ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que les tenants de la science officielle ne veulent pas poursuivre les études qu'a commencé le docteur Jacques Benveniste. Et on aura avec nous un prix Nobel de physique, un Américain, le docteur Brian D. Josephson, qui lui pense que absolument les découvertes du docteur Benveniste sont intéressantes et on doit continuer la recherche dans ce sens. Malheureusement, pour le moment, nada, rien, que dalle. Et ben voilà. Bon, le prix Nobel du sport vous dit rendez-vous demain entre 18h et 22h. Ça existe? Non, mais bon, on peut l'inventer. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons nous intéresser aux travaux du docteur Jacques Benveniste, un scientifique français qui est décédé en 2004. Ce scientifique a fait des découvertes tout à fait étonnantes, majeures peut-être dans le domaine de la biologie, même si l'expression n'est pas de lui, mais la mémoire de l'eau, c'est sa découverte. Il est allé d'ailleurs beaucoup plus loin dans ce sens. Nous découvrirons jusqu'où il est allé. Si ces découvertes sont confirmées, elles seraient les plus importantes depuis la découverte de Newton, a dit un physicien français, on y reviendra aussi. Malheureusement, le docteur Jacques Benveniste s'est heurté aux tenants de la science officielle et nous allons ce soir partir à la rencontre de cet homme qui sera peut-être reconnu plus tard comme un des plus grands scientifiques de notre époque. Avec nous, un de ses fils, Jérôme Benveniste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir un petit peu tout le parcours de votre père. Nous parlerons également de l'association que vous avez créée après son décès. Et à côté de vous, une amie, une de ses proches collaboratrices, une juriste qui fait partie de l'association Jacques Benveniste, Marie-Ange Lermite, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Jacques Benveniste, vous faites partie du conseil d'administration, vous présidez également le comité scientifique de cette association, l'association Jacques Benveniste pour la recherche. Donc vous aussi, vous allez nous faire découvrir l'homme qu'était Jacques Benveniste et puis ses travaux. Et vous l'avez entendu lors de notre conversation avec Benoît il y a quelques instants, nous écouterons une interview que j'ai réalisée ce jeudi du prix Nobel de physique, le professeur Brian D. Josephson. Il est à Cambridge actuellement, il a eu le prix Nobel de physique en 1973 et lui aussi s'est intéressé aux découvertes du docteur Jacques Benveniste et il nous donnera son opinion concernant ces découvertes et si les recherches
découvertes, les recherches suite aux découvertes du docteur Jacques Benveniste doivent être continuées, poursuivies ou pas? Je vous donne sa réponse. Déjà, c'est oui, bien entendu. Vous savez que vous pouvez, vous qui nous écoutez, réagir, nous envoyer vos questions, vos réactions. Vous avez plusieurs biais pour cela. Vous pouvez appeler Karine au standard, au 0826 300 300. Le standard est à votre disposition jusqu'à minuit. 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et vous rédigez votre réaction, votre question. Je poserai donc votre question à mes invités. Vous envoyez le tout au 71 200. Jérôme Benveniste, je vais commencer avec vous ce voyage que nous allons faire ensemble pendant presque 2 heures sur les traces, sur les pas de votre père, le docteur Jacques Benveniste. Pouvez-vous d'abord, je sais que ça va peut-être être un peu compliqué, mais nous décrire l'homme qu'était votre père, le chercheur qu'il était? C'est effectivement compliqué, mais parce que j'ai une vision très familiale de l'homme qu'il était. Mon père, dans le cadre de ses travaux, exhibait des qualités essentiellement de rigueur et de ténacité. Il avait une foi en la recherche pour soigner des maladies, et non pas de la recherche, disons, un peu plus théorique ou rhétorique. Il aimait faire de la recherche médicale et non pas de la recherche fondamentale. Et c'était un expérimentaliste, c'est-à-dire qu'il croyait à ce qu'il voyait, à ce qu'il observait. Et donc, il a observé des choses qui sont assez incroyables. On en parlera donc bien sûr, pendant cette émission. Mais je crois qu'on peut garder essentiellement les mots de ténacité et de rigueur. Et je pense qu'il avait su aussi insuffler à toute son équipe de recherche, qui a été jusqu'à 50 personnes au plus beau de sa carrière, cette manière de travailler qui est basée sur la rigueur et la ténacité. Oui. Marie-Ange Lermite, je me tourne vers vous pour vous poser la même question, en y rajoutant peut-être, en ce qui concerne le docteur Jacques Benveniste, une grande ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Oui, parce que il était effectivement extrêmement matérialiste, au sens où il ne croyait qu'à ce qu'il voyait. Presque scientiste pour quelqu'un comme moi qui suis pas scientifique des sciences exactes. Je suis chercheur au CNRS, mais je suis chercheur en droit. Donc j'ai pas du tout la même approche des faits matériels que peut avoir un biologiste ou un physicien. Et j'étais toujours frappée du caractère extrêmement concret de ses recherches. C'est-à-dire c'était un homme qui expérimentait lui-même. Oui. Ce qui est rare. Généralement, les biologistes arrêtent d'expérimenter très tôt. Et lui expérimentait lui-même, modifiait les appareils de manière à les bricoler, qui marchent autrement. Ce qui est, alors là, encore plus rare. Et il avait une grande ouverture d'esprit. Jamais je n'ai vu quelqu'un recevoir autant de monde. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, après les condamnations dont il avait fait l'objet, il y avait tout de même beaucoup de gens qui venaient le voir, au moins 3-4 fois par semaine. Il recevait du monde dans son laboratoire, il allait les chercher à l'aéroport le matin très tôt, il leur faisait passer toute la journée dans le laboratoire, il continuait d'expérimenter avec eux, et il a reçu comme ça, pendant des années, des gens venus du monde entier vérifier, et des gens qui repartaient, qui souvent étaient convaincus, continuaient chez eux et publiaient fort peu parce qu'ils savaient que s'ils publiaient, ils allaient être mis à l'index. Oui, ça on en parlera justement, ça a été, ce sera un des points centraux justement de ce dossier que nous ouvrons ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Jérôme Benveniste, en ce qui me concerne, je vais vous faire part d'une rencontre que j'ai eue avec votre père. C'était à l'époque où j'animais ce même type d'émission qui s'appelait Les Secrets du Mystère, il y a plusieurs années de cela, sur cette même antenne, sur Sud Radio, avec Yves Lignon, et j'ai eu le grand plaisir de passer une soirée en compagnie de votre père, et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que la première impression que j'ai eue lorsque nous avons dîné ensemble et lorsque j'ai discuté avec lui, c'est que c'était un esprit brillant et rapide. Effectivement, oui, effectivement. D'ailleurs,
si vous lisez la préface du professeur Brian Josephson dans le livre que nous avons publié de manière posthume. Oui, qui s'appelle Ma vérité sur la mémoire de l'eau aux éditions Albin Michel. On le citera plusieurs fois. Exactement. Eh bien, Brian Josephson, lui, explique dans le détail qu'il était très très vif, très rapide. Ouais. D'ailleurs, Eric Fotorino aussi, qui avait fait un article sur 3 jours dans Le Monde, a été marqué par, disons, l'intelligence à l'état brut, comme il dit, rapide et en perpétuel mouvement. De mon père, il était donc à l'écoute et il réfléchissait très vite et il était capable d'appréhender des informations. Il lisait énormément toute la presse scientifique et sur les derniers jours de sa vie ou dernières années de sa vie, il s'est rendu compte qu'il devait aussi s'intéresser de près à la physique. En tant que médecin et biologiste, chercheur, il s'est rendu compte que ce qu'il observait avait une explication physique et il voulait tout comprendre et donc il est devenu presque physicien sur le tard, quoi. Marie-Ange Lermite, vous l'avez côtoyé évidemment pendant de nombreuses années, le docteur Jacques Benveniste, et également, on sait encore, ça fait partie de mon ressenti lorsque j'ai passé cette soirée avec lui, moi qui ne suis absolument pas biologiste, encore moins physicien, il avait ce talent de se mettre à la portée des gens avec qui il discutait. Oui, parfois un peu trop d'ailleurs, parce que je pense qu'un certain nombre des difficultés qu'il a eues avec les gens étaient venues justement du fait qu'il cherchait par le langage à faire comprendre un phénomène scientifique X ou Y, qu'il employait une métaphore et que cette métaphore lui était après reprochée. Ça a été le cas de la mémoire de l'eau, qui est quelque chose de très parlant pour un non-scientifique. Il y a une information qui est donnée, cette information est captée par l'eau et redistribuée après. Mais effectivement, après on lui a dit, l'eau qui a de la mémoire, c'est ridicule. Et il avait donc ce talent pour faire passer auprès des non-scientifiques, ce talent qui lui était reproché après par un certain nombre de gens qui prenaient les choses au pied de la lettre. Et justement, au moins, la mémoire de l'eau, ça parle quand on le dit à quelqu'un qui n'a pas je dirais, de référence scientifique. Au moins, on comprend. Et j'avoue avoir passé une soirée absolument délicieuse en sa compagnie, où il m'avait expliqué l'étendue de ses travaux. Et il avait une chose toujours en point de mire, c'était, Jérôme Benveniste, les applications directes qui pouvaient être réalisées suite à ses découvertes, même si cela devait prendre des années, mais il avait cet objectif en ligne de mire. Oui, je peux effectivement confirmer ce que dit Marie-Ange Lermite, mais aussi appuyer ce que vous venez de dire. Il allait très très vite, il imaginait déjà énormément d'applications, parce que c'était un homme qui cherchait à soigner des maladies, et non pas simplement, comme je l'ai dit précédemment, faire de la recherche, disons, noble, théorique sur des grands sujets qui en fait n'affectent pas une grande partie de la population. Il avait l'habitude de dire pourquoi est-ce qu'en France l'ensemble des laboratoires de recherche couvrent une petite partie des maladies, et alors qu'il n'y a pas disons, il y a une sorte d'inversion de proportion entre les thèmes de recherche abordés et le besoin de la population de se soigner. Et donc, il allait très très vite et il parlait déjà de potentiel d'application. Donc, ça permettait à ses détracteurs de lui reprocher encore plus de faire, disons, de la vulgarisation, qui allait jusqu'à des applications pour soigner des maladies. Et si je peux donc rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Marie-Ange Lermite sur les fameuses métaphores. Mon père adorait expliquer ses recherches qui étaient tout de même très compliquées par des métaphores, et la fameuse métaphore qui lui servait pour expliquer la mémoire de l'eau, c'est une métaphore un peu basée sur l'immunologie, c'est-à-dire le principe des clés et des serrures. Donc vous trempez la clé à Paris dans la Seine, et à Rouen vous récupérez un petit peu d'eau, et la forme de la clé peut être lue dans l'eau à Rouen. Donc ça expliquait la mémoire de l'eau. L'eau avait gardé
la forme de la clé, et la clé, c'est le moyen d'interagir en immunologie pour qu'un antigène parle à une cellule. Ouais. Et en fait, on a beaucoup réutilisé ça d'une manière sarcastique, où on a dit si on fait pipi dans la Seine, etc. Mais bon, ce qui est complètement hors sujet en plus, c'est n'importe quoi comme argument. Ce qui est hors sujet parce qu'on a étendu la mémoire de l'eau à, si l'eau a de la mémoire, eh bien il y a toutes les pollutions, tout ça, mais il avait pris soin de vérifier quelque chose qui est assez courant, c'est que lorsqu'il y a une action dans la nature, il y a toujours une contraction ou une réaction, et il avait d'abord montré qu'on pouvait effacer la mémoire avant de bien comprendre la mémoire en elle-même. Donc il savait que l'eau régulièrement, par un principe physique, était effacée. Par exemple, il suffisait qu'elle s'évapore. Donc l'eau de pluie ne transporte pas l'information de la clé de la Seine à Paris, qui ensuite se serait évaporée, et etc. Donc il avait cette manière de parler qui était très pédagogue, en fait très didactique, et allant vers le public, ou disons le grand public, pour bien expliquer ses travaux. Ça a été pour lui en fait une sorte d'épée à double tranchant, où on lui a reproché de simplifier ses découvertes. Jérôme Benveniste, Marie-Ange Lermite, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, nous allons nous retrouver dans quelques secondes pour répondre justement à un SMS qui vient d'arriver. Je vous rappelle que pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez appeler Karine au standard au 0826 300 300, 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Jérôme Benveniste ou à Marie-Ange Lermite concernant les travaux que vous allez découvrir. On va en parler dans quelques instants du docteur Jacques Benveniste. Donc le SMS qui vient d'arriver, la question est tout à fait simple. En quoi consiste la mémoire de l'eau? Jérôme Benveniste y a répondu un tout petit peu. Nous allons y revenir tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons des travaux du docteur Jacques Benveniste, scientifique français décédé en 2004, et nous allons maintenant aborder une de ses découvertes. Vous allez voir que il y a encore d'autres découvertes qu'il a faites qui sont absolument fascinantes, encore plus fascinantes même, je serais tenté de dire, que la mémoire de l'eau. Alors, Jérôme Benveniste, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu ce en quoi consistait de manière très vulgarisatrice, et je vous en remercie parce que même moi j'ai compris la mémoire de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de chronologie? C'est arrivé comment ça dans son laboratoire? Ça c'est intéressant de repartir du début en fait, parce que mon père est quelqu'un qui est un médecin, qui s'est un peu ennuyé en faisant de la médecine. Il s'est dit, il a fait son internat, il a fait tout ça, urgentiste même, tout ça. Enfin, il a gravi tous les échelons de la médecine. Exactement. Il a été chef de clinique, etc. Et il s'est dit, je vais faire de la recherche, c'est certainement très excitant. Et il aime le challenge de la découverte. Et donc c'est un médecin qui a été formé d'une manière tout à fait traditionnelle. Et c'était en l'occurrence mon médecin, puisque c'était mon père et il était médecin. Donc je sais comment il me soignait avec de la pénicilline quand j'avais une angine, etc. Alors tout d'un coup, il a fait des recherches qui ont été quand même, pas tout d'un coup je veux dire, d'abord il a fait des recherches qui ont été une grande révélation pour l'allergie, c'est-à-dire qu'il a découvert un médiateur des mécanismes allergiques qui lui a valu une publication dans un journal américain des plus prestigieux en 74. Après avoir passé 3 ans aux États-Unis pour accélérer un peu ses connaissances et sa manière de travailler en tant que chercheur, alors qu'il était formé comme médecin. Et de retour en France, en 74, il fait cette publication sur le PAF, le PAF, le Platelet Activating Factor. C'est un facteur qui active les plaquettes. Et donc, il fait faire un bond en avant à une science qui n'était pas très très bien nourrie de recherche, puisque c'est une science qui concerne plusieurs millions de Français. Et donc, voilà, pas noble, dans la recherche actuelle. On se dit, non, ça c'est pas intéressant, c'est trop bas, c'est pas... Et donc, il avait un mécanisme pour déclencher des phénomènes allergiques. Et un jour, une étudiante se pointe et dit, je voudrais faire une thèse chez vous, et j'aurai un cofinancement, comme il se devait de faire, bien sûr, un cofinancement, industrie et gouvernement, industrie, recherche. Et ce cofinancement était qui avait pour but de faire les mêmes recherches sur l'allergie,
mais en diluant. Ouais. Alors, mon père, évidemment, n'y croyait pas, puisque il n'avait jamais été vraiment formé à diluer les matières qui servaient à disons des réactifs, quoi, des matières qui servaient à faire des médicaments ou à guérir. Et il dit, ça peut pas marcher, puisqu'on va diluer, il y aura pas la dose. C'est comme si je vous dis, prenez un peu d'aspirine, mais prenez pas un cachet, prenez juste une toute petite poussière grattée du bout de l'ongle. Ça va pas vous enlever votre mal de tête, a priori. Ouais. Et donc, il a refait il a pris cette étudiante. Il était content parce qu'il y avait un financement, ça lui permettait d'équiper le laboratoire avec des machines, etc. Et d'automatiser ses recherches tout à fait classiques. Ouais. Et si je me souviens bien, je voudrais pas faire d'erreur chronologique, mais c'était autour du mois d'avril 82, et un 1er avril, cette étudiante, qui est la première auteure du fameux papier de nature de 88, donc 6 ans plus tard, a dit, voilà, ça marche. On a tout dilué, mais ça marche. Alors ça a bien sûr surpris mon père, et comme a dit Marie-Angèle Hermite, il a voulu faire ça lui-même parce qu'il y croyait pas. Alors c'est ça justement, faire preuve d'ouverture d'esprit, là où d'autres scientifiques auraient dit, écoutez, votre truc ça marche pas, ça a été bidonné, vous vous êtes trompé ou je ne sais trop quoi d'autre, et de balancer ça à la poubelle et passer à autre chose. Votre père a dit, bon là il y a un point d'interrogation, il faut que je rentre dedans, quoi. Exactement, c'est pas possible, donc ça m'intéresse. Ouais. Alors que, effectivement, ce serait plus facile de dire c'est pas possible, donc ça n'existe pas. Voilà, et on passe à autre chose. Et donc on était donc un 1er avril et il pensait que c'était un poisson d'avril. Et donc il a refait les recherches et à son grand dame, il a vu effectivement que en diluant un principe actif dans l'eau. Prenons un exemple, voilà. On prend de la caféine. Et on met de la caféine dans un système où il y a un cœur, etc. Donc le cœur s'accélère. Vous prenez du café, le cœur s'accélère. Bien sûr. Et alors le café dilué, redilué, très hautement dilué, c'est-à-dire 10 fois, 20 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, etc. Comme un peu la dilution qu'on connaît bien en homéopathie. Voilà, c'est ça, ouais. Il a vu que il y avait donc les mêmes réactions et parfois même des réactions plus importantes. Et donc ils ont travaillé, ils ont cherché à publier ce papier qui expliquait qu'en diluant, il y avait une réaction à des doses qui n'étaient pas pondérales, et même on diluait tellement qu'on allait au-delà du fameux nombre d'Avogadro, c'est-à-dire il y avait une garantie qu'il n'y avait plus de molécules de café. Plus de traces de molécules de café dans cette eau, et pourtant cette eau, une fois injectée, pour faire court et entre guillemets vulgaire, dans le cœur, il y avait des réactions comme si la caféine était présente. Exactement. Alors il l'a fait avec un anticoagulant, il l'a fait avec plusieurs choses et donc ça marchait. Donc voilà, il a observé ce phénomène, mais il n'en savait pas plus sur ce phénomène. Ouais. Et on lui a reproché d'avoir sorti une théorie qui expliquer l'homéopathie alors que c'est pas possible, alors qu'il a pas vraiment sorti de théorie, il a juste publié des observations. Ouais, il a dit voilà ce que j'ai constaté. Maintenant, je le donne en place publique et à nous de bosser pour essayer de comprendre. Et ça, c'est le principe de la recherche. On fait une observation, on publie. Ouais. Et on espère que des collègues vont s'inspirer du papier publié pour participer à l'élucidation du problème, du mystère qui a été mis en évidence par des observations expérimentales. Voilà. Marie-Angèle Hermite, je me tourne vers vous parce qu'il y a une chose que, à ce stade, on doit bien expliquer, et ça, vous connaissez ce domaine très bien, c'est que un scientifique, pour être reconnu dans le monde de la recherche, doit publier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous savez, de plus en plus, mais c'était déjà très vrai à l'époque, vous êtes coté en quelque sorte, vous avancez dans le métier en fonction du nombre de papiers que vous publiez et dans lesquels votre nom est marqué en tête de l'article, oui, et en fonction de la qualité des revues dans lesquelles vous publiez. Ces revues s'auto-citant les unes les autres. Donc vous avez très rapidement un phénomène multiplicateur. C'est-à-dire si vous publiez dans Nature, vous allez immédiatement être cité par les 4 ou 5 autres grandes revues, beaucoup plus que si vous publiez dans les comptes rendus de l'Académie des sciences françaises, par exemple. Nature, il faut le dire, c'est une revue scientifique qui est très très cotée dans le monde de la recherche. Très cotée, qui est une revue généraliste, en sciences évidemment,
qui est sûrement pas la revue la plus brillante dans chaque matière, dans chaque discipline particulière. Les physiciens ont d'autres supports, les immunologistes ont d'autres supports, mais d'une manière générale, c'est celle qui rassemble le plus de suffrages généraux. Donc elle a évidemment un pouvoir tout à fait exorbitant par rapport aux autres revues. Autrement dit, parce que les Anglais ont cette phrase, c'est publish or perish, c'est-à-dire vous publiez ou sinon vous mourrez, c'est-à-dire que vous restez totalement inconnu, et si vous êtes inconnu, vous n'allez pas attirer la lumière sur vous, et donc peut-être de nouveaux contrats, donc plus d'argent pour la recherche. Vous n'aurez pas d'équipe, vous n'aurez pas de thésard, vous n'aurez pas, et ainsi de suite. Vous n'aurez pas de contrat avec l'industrie. Or, tous ces éléments s'auto-multiplient les uns les autres, si vous voulez. Si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de thésard. Si vous n'avez des thésards, c'est des étudiants qui viennent faire une thèse dans une matière particulière, et donc, qui apportent. Jacques, au moment où son laboratoire marchait le mieux, a eu jusqu'à 50 personnes dans ce laboratoire, chercheurs statutaires ou personnes en cours de thèse. Laboratoire à l'INSERM, précisons-le. À l'INSERM, et qui l'ont évidemment, au fur et à mesure qu'il a été un peu étranglé par le système, les gens l'ont quitté les uns après les autres. Parfois très triste de le quitter, mais n'ayant plus aucune possibilité d'avancer s'il restait avec lui. Alors, revenons à cette découverte de ce que l'on appelle entre guillemets donc la mémoire de l'eau. Jérôme Benveniste nous a expliqué le principe de ce en quoi ça consistait. Ça a été publié, donc Jacques Benveniste publie un article avec ses observations dans cette revue scientifique Nature, et là, c'est là que il a ouvert la boîte à Pandore, que ça s'est déclenché. D'abord, il a eu énormément de difficultés à publier ses résultats. Ça a mis presque 6 ans entre les premières recherches, la rédaction du papier qui a été faite assez vite, puisque c'est assez trivial, c'est juste reporter sur le papier quelques graphes et des explications de l'expérience, et donc simplement une sorte de témoignage de résultats d'expérience. Il n'a pas eu besoin de réfléchir pendant un demi-siècle pour trouver une théorie qui l'explique, puisqu'il voulait simplement alerter le monde en disant regardez, je fais ça et j'obtiens ça, c'est un sujet de recherche pour l'ensemble de la planète, donc après ma publication, ce serait bien que d'autres continuent des recherches dans ce domaine-là. Parce que vous vous rendez compte quand même. Oui, Marie-Ange Vermette. Que à ce moment-là, il a été très prudent et il m'a montré des doubles de lettres qu'il avait envoyées. Il a envoyé à beaucoup de grands scientifiques français des lettres qui étaient des appels à la coopération. Il disait voilà, j'ai des résultats, ces résultats ne sont pas croyables, je les ai vérifiés dans telles conditions, on a fait des doubles aveugles, on a fait ci, on a fait ça, on a changé l'expérimentateur plusieurs fois, etc., etc. Aidez-moi parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans cette expérience. Dans cette expérience, normalement, au fur et à mesure qu'on dilue, on a de moins en moins de principes actifs dans l'eau, tout à fait normal. Et à un moment, on dilue encore, et là, au lieu d'avoir un peu moins d'effet, tout d'un coup, on a un pic avec un effet qui s'est multiplié par 7 ou 8. Et ensuite, si on redilue, on a à nouveau une baisse des effets et un deuxième pic, et ainsi de suite. Donc il disait, voilà, les résultats ne sont pas conformes aux bases de la chimie actuelle. J'ai besoin d'aide. Et cette phrase, il l'avait écrite. Il n'a jamais eu de réponse. Alors que sa découverte est quand même monumentale, c'est-à-dire, je redis encore une fois ce dont il s'agit, cette fameuse mémoire de l'eau. Comme vous le disiez, Jérôme Benveniste, on met de la caféine dans de l'eau, ensuite on dilue cette eau avec de la caféine X fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus théoriquement présence, il n'y a plus de présence possible de molécules de caféine, ou de caféine tout court, et cette eau réagit comme s'il y avait de la caféine. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça remet en cause pas mal de fondements de la recherche que l'on apprend à les étudiants en fac de médecine. Absolument. Ça remet en cause le fait qu'on a toujours dit qu'il fallait une molécule pour déclencher une réaction cellulaire.
Or, il y a certainement quelque chose qui se passe là. Et le problème, c'est de savoir comment ça fonctionne et si on peut, en maîtrisant ce phénomène, en dériver des applications thérapeutiques. Ouais. Inventer des nouveaux médicaments, par exemple, ou ajuster la manière dont les médicaments fonctionnent. C'est-à-dire inventer un nouveau protocole, toute une série de nouvelles manières de guérir les gens. Ouais. Mais en allant encore plus loin, comme le faisait votre père, si on poursuit cet axe de recherche, on peut se dire qu'à partir d'un moment, je vais dire peut-être quelque chose de gros, mais de l'aspirine que l'on dilue, et avec cette eau qui coûte 3 fois rien, on peut guérir des gens, enfin on peut utiliser cette eau qui coûte 3 fois rien, comme si, enfin, pour guérir un mal de tête, pour les laboratoires, c'est peut-être pas un bon plan finalement. Oui, effectivement, je dis ça comme ça. À partir du moment où on a un commerce qui est basé sur la vente d'un produit, si on peut avoir le même effet et ne pas acheter le produit au poids, mais selon une autre règle, effectivement, ça peut déstabiliser ce commerce. Il y a un manque à gagner énorme. Effectivement, ça c'est certainement une des raisons pour lesquelles il a eu beaucoup de détracteurs, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails parce qu'il n'a pas vraiment inventé l'homéopathie, ça a été fait 200 ans avant lui, et l'homéopathie, on sait, un granule, ça coûte beaucoup moins cher que un médicament classique ou une gélule, pour une chimiothérapie pour soigner le cancer ou un antibiotique pour soigner une infection. Alors là, parlons de cette difficulté qu'il a eue à publier juste ces comptes rendus d'expérience sans amener d'explication dans cette revue scientifique Nature. Là, c'est mis en place une espèce de mécanisme quand même étonnant et pour le moins inhabituel dans le monde scientifique. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors effectivement, il a mis beaucoup de temps à publier puisque les résultats étaient pratiquement choquants, disons, pour signifie un peu l'ampleur de la réaction de ses pairs scientifiques à sa découverte. Et il a donc envoyé son papier à plusieurs revues et il les a un peu mis en concurrence. Et finalement, Nature a craqué, disons, n'a pas voulu que Science se publie avant. Et l'a publié très rapidement l'été 88, au mois de juillet, en se disant que si on laisse passer l'été, peut-être Science l'aura publié, etc. Mais ils l'ont publié d'une manière très très surprenante. Ils ont en gros dit, on publie cet article, mais on n'y croit pas. Et on pense que tout est faux, et on va venir nous-mêmes, et ça se fait jamais, on va venir nous-mêmes vérifier que les expériences sont bien faites. Et dans de bonnes conditions, voilà. Alors, l'évaluation de la recherche, elle se fait pas comme ça. Elle se fait avec les pairs, avec les autres chercheurs qui reproduisent les résultats ou qui n'arrivent pas à produire les résultats. Oui, voilà. Alors, ce qui était étonnant, voire scandaleux, c'est que le directeur de Nature à l'époque, qui n'était pas un biologiste, mais plutôt un physicien, est venu, lui, pour refaire les expériences, mais pas accompagné d'un biologiste ou d'un médecin ou d'un chercheur d'un physicien éventuellement, en sciences de la nature et de la vie, disons, mais il est venu accompagné d'un magicien, d'un illusionniste, voilà, et d'un chasseur de primes qui avait l'habitude de débusquer les fraudeurs. Stewart. Qui avait comme métier, voilà. Donc James Randi et Stewart. Donc déjà les dés étaient jetés, quoi. Un magicien ou un illusionniste pour voir si on truandait pas avec le tube à essai, alors qu'il y a eu énormément d'expériences faites en double aveugle, c'est-à-dire que le chercheur lui-même ne sait pas ce qu'il manipule, donc il a ni l'occasion de modifier les résultats d'une manière subconsciente ou inconsciente pour se garantir de toute erreur humaine ou de toute tendance à vouloir des résultats plus beaux que les autres, mais sans qu'il y ait malveillance. Oui, mais là on part dans la science-fiction, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'était une situation d'évaluation de la recherche qui était choquante elle-même et scandaleuse. Et ce qui a été un peu plus scandaleux dans tout ça, c'est que tout le monde a laissé faire. Tout le monde a laissé faire
dans le landerneau scientifique. Le landerneau scientifique, oui, disons dans l'establishment de la recherche française, on a trouvé naturel que pour vérifier les résultats d'un papier, on envoie une équipe dans un labo français qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis, avec des gens qui n'ont pas vraiment comme rôle de vérifier que l'expérience fonctionne et est compréhensible, mais de vérifier qu'on triche pas en la faisant. Alors déjà, au départ, c'était inacceptable comme montage, mais s'il avait refusé, on lui aurait dit, voilà, vous êtes un fraudeur et vous avez peur qu'on vous démasque. Et donc il a demandé conseil auprès de toute la hiérarchie, puisque c'est un fonctionnaire, il était chercheur à l'INSERM. Ouais. Il a demandé protection et conseil. Et en fait, l'équipe est venue, ça s'est plus ou moins mal passé parce qu'il y avait une ambiance déplorable, bien sûr. Et disons que cette les conclusions étaient tirées d'avance puisque leur but c'était de venir et dire que ça marche pas. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais une réaction scientifique, une réaction biologique, ça marche pas toujours de la même façon. Ça dépend d'énormément de paramètres qui peuvent être même climatiques. Bien sûr. Et le sang ne réagit pas de la même façon au mois d'août qu'au mois de février. Il n'y a pas autant de pollen dans l'air, etc. Le sang des animaux qui sont utilisés pour faire des tests, etc. Des cobayes, oui. Donc, au mois de septembre, il y a eu un article publié par donc le directeur de la revue en disant haute dilution, délusion en anglais, c'est-à-dire désillusion. Ouais. Et voilà, donc à partir de là, la difficulté a été encore plus grande. C'était de voir fonctionner l'évaluation de la recherche selon des principes habituels, puisque tout le monde a eu peur de s'approcher de quelque chose qui est devenu comme démoniaque, ou je sais pas comment dire. Mon père est devenu pestiféré parce qu'il a subi cette inquisition de cette manière-là, et il n'a pas été non plus défendu par ses pairs. Surtout ses pairs, disons, du système de recherche français. Oui. Marie-Ange Lermite, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette équipe composée donc de John Maddox, qui était le directeur de la revue Nature, Stewart et Randy, était venue avec un objectif précis, se payer le docteur Jacques Benveniste. Oui, ils ne l'ont pas caché. Ils avaient mis même une prime à une prime importante en argent. J'ai oublié le montant exact. $1 million, dit Jérôme Benveniste. Voilà, $1 million pour qui démasquerait la manière dont les résultats avaient été faussés. Ils sont venus avec un objectif précis. Je crois que Maddox avait une dent particulière personnelle contre l'homéopathie à cause de problèmes médicaux qu'il y avait eu dans sa propre famille. Donc, vous voyez, c'est pas une bonne ambiance pour faire les choses. Pas vraiment, non. Et je crois que après, les expériences de Jacques ont toujours été malmenées entre deux types de reproduction, entre des gens qui sont venus très pressés pour dire on va faire 3 expériences et on va voir si ça marche, qui ont exigé que les expériences aient lieu dans leur propre laboratoire, qui ont fait toute une série de choses comme ça qui sont pas très scientifiques, parce que tout le monde sait que si on veut mettre au point une expérience, il faut l'installer, prendre le temps de l'installer. On met parfois plusieurs mois à reproduire une expérience biologique dans un lieu qui n'est pas celui de départ. Il y a toute une série de mécanismes que l'on comprend pas du tout d'ailleurs, et sur lesquels personne ne travaille vraiment, ce qui est dommage, qui font qu'une expérience n'est pas transportable telle qu'elle. D'ailleurs, vous me l'avez dit lorsqu'on avait préparé cette émission ensemble, dans le courant de la semaine, on en a longuement discuté. Vous m'avez dit, là par exemple, il y a des chercheurs qui m'ont dit, ces temps-ci, les cobayes ne réagissent pas. Voilà. C'est comme ça. La saison n'est pas bonne. Ils réagissent pas pareil en été, en hiver. Et moi, je me souviens de Jacques, parfois pendant des semaines, me disant, les expériences ne marchent plus. Et si vous voulez, avec une expérience qui est simplement capable de montrer des faits, des résultats,
Mais lorsqu'on n'en comprend pas, ce qui était le cas à l'époque, lorsqu'on n'en comprend pas le mécanisme scientifique, lorsqu'on ne comprend pas le mécanisme scientifique qui la sous-tend, sous-tend ces résultats, eh bien, on ne peut pas savoir que parce que il y a eu tel phénomène ou tel autre phénomène, par hypothèse, ça va détruire toutes les conditions d'expérience. Par exemple, au bout d'un temps, il s'est aperçu qu'en chauffant l'eau nécessaire aux expériences au-delà de 70 degrés, il annihilait tous les résultats. Bon, ceci dit, il ne savait pas pourquoi chauffer l'eau annihilait les résultats. Il s'est aperçu qu'en changeant je ne sais plus quoi en enfermant l'expérience dans une sorte de cage de métal, il annihilait les résultats. D'accord. Mais il savait pas pourquoi. Oui, il tâtonnait, il essayait d'aller dans plusieurs directions pour essayer de cerner justement cette loi qui fonctionnait visiblement. Donc les gens qui voulaient recommencer les expériences en 3 coups de cuillère à peau dans un autre local, ça ne pouvait pas marcher. Oui. Et il était sans arrêt pris entre deux feux. Si j'accepte pas les conditions dans lesquelles ils me demandent de le faire, ils vont dire que je fraude. Et si j'accepte, ça va pas marcher. Donc les seuls qui ont reproduit véritablement, sérieusement les expériences, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a eu un nombre d'équipes assez considérable dans dizaines de pays du monde. Le seul problème, c'est que certains d'entre eux n'ont pas publié, d'autres ont publié, les résultats sont passés, ont été publiés, mais n'ont jamais été médiatisés, n'ont jamais été reliés aux expériences critiquées de Jacques. Donc il y a eu des expériences, par exemple en Belgique et ensuite en Angleterre, qui ont repris exactement les mêmes protocoles, qui ont réussi. Qui ont confirmé donc les expériences du docteur Jacques Benveniste. Qui ont confirmé et qui ont été publiées. D'accord. Mais eux, ils rasent les murs en revanche. Et à chaque fois, on disait, ah ben non, les expériences n'ont pas été reproduites. Et vous mettez pourtant sous les yeux des gens les résultats des autres équipes, et ils ne voient pas. C'est quand même bon. Là, c'est quand même extraordinaire. Jérôme Benveniste et Marie-Ange Lermite, vous restez avec nous. On va continuer à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les travaux du docteur Jacques Benveniste ne sont pas mises comme ça en pleine lumière et étudiés de manière sereine et avec une ouverture d'esprit que l'on juge pourtant nécessaire quand on est chercheur scientifique? On va se poser cette question dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par SMS si vous avez envie de poser une question, si vous avez une réaction concernant ce qui vient d'être dit. Vous envoyez donc votre question, votre réaction par un SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, vous écrivez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200 où vous avez la possibilité de contacter Karine à notre standard au 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons des travaux du docteur Jacques Benveniste, scientifique français qui est décédé en 2004. Je vous recommande d'ailleurs un très bon bouquin qui a été publié par ses fils après son décès. C'est aux éditions Albin Michel, Ma vérité sur la mémoire de l'eau. Un très bon livre préfacé par le professeur Brian D. Josephson, prix Nobel de physique, que l'on entendra tout à l'heure d'ailleurs, parce que j'ai eu le plaisir de l'interviewer cette semaine sur justement les travaux du docteur Jacques Benveniste. Jérôme Benveniste, avant de continuer à marcher sur les traces des travaux de votre père, quelle a été la réaction du public lors de la publication du livre? C'est une question bien difficile d'analyser la réaction du public quand on publie un livre. Il faudrait pouvoir les interviewer, faire une sorte de... Vous avez dû avoir des sondage. retours quand même. Mais clairement, les gens qui nous entourent et qui ont soutenu la création de l'association après la mort de mon père, ont d'abord trouvé que dans ce livre, il y avait énormément d'informations qui ont enrichi, si vous voulez, la saga de la mémoire de l'eau, qui donc de la main même de mon père. Et en plus, ça se lit comme un roman policier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, je l'ai ouvert après le dîner, à 3h du matin, je l'ai fermé, j'ai pas pu le fermer avant. À 4h du matin, j'étais sur Internet en train de regarder le site de mon père
du laboratoire, donc il a appelé Digibio, Digital Biology, biologie numérique, et j'espère qu'on aura pour en parler bientôt. Bien sûr. Et sur le site de l'association où on explique ce qu'on cherche à faire, c'est assez simple, c'est simplement aider des chercheurs qui se trouvent dans l'impossibilité de faire des recherches sur tel ou tel domaine parce que ce domaine est notoirement saugrenu, disons, et qu'il ne fait pas partie des grands programmes de recherche qui soutiennent plutôt de la recherche classique. Et en fait, ce qu'a remarqué mon père, c'est que les gouvernements, l'establishment scientifique, donc les conseils, les scientifiques qui conseillent le gouvernement, ont pas beaucoup l'esprit start-up, l'esprit d'entreprise à risque. Et on a du mal à prendre des risques. Là, on voit très bien une découverte faite par simplement une observation expérimentale. Et si on avait simplement injecté 1/100000e de ce qu'on a injecté dans des grands programmes comme le génome humain, on aurait certainement fait des bons en avant. Et il se trouve que la recherche se fera dans des pays qui ont plutôt l'âme de la prise de risque. Et c'est plutôt des pays anglo-saxons, voire en Inde ou en Chine, où on cherche tous azimuts le moyen de faire des bons en avant sur des idées qui, au départ, semble improbable ou impossible puisque c'est des idées nouvelles, quoi. Et s'il y a découverte confirmée, il y aura dépôt de brevets et nous en France on rachètera les brevets pour pouvoir les utiliser. Ah, c'est sûr. Celui qui arrive à faire une application basée sur les découvertes de mon père, qui sont elles-mêmes brevetées, aura tout le loisir de vendre des médicaments sur le sol français et qui enrichiront l'économie américaine, indienne ou chinoise ou ailleurs. Alors, et donc, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce que la communauté n'a pas bondi sur une idée nouvelle, puisqu'il y en a pas beaucoup depuis un siècle. Il n'y a pas énormément il n'y a pas de révolution dans la science, et ça c'est bien décrit par mon père. Je suis pas très bien placé pour parler puisque c'est pas vraiment mon domaine, la biologie, mais il faut voir qu'on n'a pas fait des progrès qui sont des sauts en avant, quoi. On utilise toujours les mêmes techniques, les mêmes cuisines, celles qu'on a appris à l'école, et on essaie d'appliquer. Donc le génome humain, donc la génétique moléculaire, ce qu'on appelle la biologie moléculaire, qui est en fait de la génétique moléculaire, et on fait pas beaucoup de recherches sur la cellule, plutôt sur l'ADN. Alors, qu'est-ce qui a empêché la communauté de réagir? C'est peut-être d'abord l'envie de se protéger de personne n'avait envie de vivre ce qu'a vécu mon père, c'est clair. Parce qu'il a été mis au banc de la recherche scientifique, il a été vilipendé, enfin je dirais, excusez-moi l'expression triviale, mais on est en pays d'Ovalie et de rugby, la boîte à baffes a été ouverte, et alors là, le pauvre, enfin il a été laminé, quoi. Oui. La boîte à baffes était ouverte, mais ça l'amusait bien. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Dès qu'il y avait de l'énergie quelque part, il se trouvait chez lui. Il trouvait ça comme un challenge qui est bien plus intéressant que de reproduire des travaux pratiques à partir de papiers déjà publiés où on essaye de faire un petit peu plus. Il était content de partir sur une voie totalement perpendiculaire au reste de la production scientifique. Et en fait, il y a ce problème de subordination. En fait, c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais dans la recherche, c'est pas comme dans l'industrie. Dans l'industrie, quand une grande société de puces électroniques fait une découverte où on peut multiplier par 2 la vitesse du processeur, tout le monde est content, l'industrie va gagner plus d'argent, etc. Dans la recherche, comme a dit Marie-Angèle Hermite, on publie et on met son nom en haut du papier. Et donc, si vous avez un jeune étudiant qui a une idée brillante, il va avoir son nom en haut du papier et non pas le nom de son laboratoire ou de sa hiérarchie. Donc, il va en fait déstabiliser un peu la hiérarchie, le rapport de force entre les maîtres et les jeunes qui commencent. Et aux États-Unis, c'est bien plus flexible. Un jeune qui a une bonne idée, on l'encourage et on lui dit parle. Justement, dans votre livre, le docteur Jacques Benveniste, votre père cite un grand scientifique qui expose, je crois que c'était dans une grande université américaine, qui expose une idée, et il dit
un jeune homme qui est arrivé en t-shirt hawaïen, en short et en tongs quasiment, qui lève la main. Le scientifique lui dit oui, vous avez quelque chose à dire? Il dit oui. Le jeune homme dit oui. Tout ce que vous venez de dire, c'est un tissu de conneries. Je dis pardon. Et il dit mais expliquez-vous. Et le jeune homme se lève au tableau et démontre qu'effectivement ce grand scientifique s'était trompé sur plusieurs points. Et ça n'a pas posé de problème. Le grand scientifique il dit ah oui, intéressant, pas mal, on va en discuter. Et voilà quoi. Il y a eu un véritable échange. Ce qui semble-t-il en France ne fonctionnerait pas. Exactement. En France, il y a peut-être une sorte de sens de rapport de force entre le maître et l'apprenti, et donc même si l'apprenti a une idée géniale. Alors le problème, c'est qu'en recherche, on a besoin d'idées géniales et on a besoin de les faire sortir lorsque il y a des découvertes, quoi. Oui. Et donc à partir du moment où il y a ce sort de muselage hiérarchique, il faut se fondre dans le moule, raser les murs. C'est de dire tiens, Benveniste a certainement eu une bonne idée, je vais passer un an à modifier mon axe de recherche et travailler là-dessus et publier quelque chose. Ouais. Et il y a des gens qui ont beaucoup souffert de ça. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que prenez ce qui s'est passé avec l'affaire Wang, de ce scientifique coréen qui a annoncé et publié qu'il avait réalisé un clonage thérapeutique humain l'année dernière et qui a été convaincu de fraude par la suite. Oui. Il a publié dans les plus grandes revues, personne n'a mis en doute ce qu'il avait fait. Pourquoi ? Parce qu'on attendait la réalisation de cette technologie, puisqu'elle avait déjà été réalisée sur l'animal. Donc on l'attendait sur l'être humain. Donc il n'y avait aucun problème théorique avec cette réalisation. D'accord. Ce qui fait que tout le monde s'est fait avoir, que personne n'a songé à lui demander une reproduction, que personne n'a songé à lui demander une preuve. Or la preuve était très facile à demander, puisqu'il aurait suffi d'analyser l'empreinte génétique de l'organisme donneur et de l'organisme receveur. Donc c'était très simple à demander. Personne n'a songé à le faire parce qu'on était sûr que la réalisation était dans les tuyaux. Tandis que lorsque vous avez une expérience qui met complètement en doute les fondements de la chimie, qui pense que une réaction chimique se fait par le choc physique concret entre deux molécules et l'accrochage concret, comme si c'était de la mécanique, entre deux molécules, et que tout d'un coup vous venez dire il y a sûrement de ça, mais il n'y a pas que de ça, il y a aussi quelque chose qui s'apparenterait à un signal de type électromagnétique, c'est-à-dire ces signaux comme un son que vous enregistrez sur une bande de magnétophone ou que vous enregistrez sur un disque ou sur votre ordinateur. Ça ne paraît extraordinaire à personne maintenant que le son passe par le téléphone, que le son passe par l'ordinateur, etc. Je peux vous dire que c'est apparu extraordinaire à une certaine époque. Quand Graham Bell est arrivé en disant on peut parler que ça passe par un fil, on l'a traité de fou. Voilà. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre, on s'apercevra que la théorie que finalement Jacques a proposée plusieurs années après avoir les premiers résultats, la théorie n'a rien de dérangeant en réalité. Mais pour l'instant, elle est considérée comme allant à l'encontre de cette vision des fondements de la biologie actuelle, de la chimie. Oui. Alors justement, Jérôme Benveniste, je me tourne vers vous pour que vous nous expliquiez la suite des découvertes de votre père, le docteur Jacques Benveniste, que ceux et celles qui nous écoutent se rassurent, ça va pas être compliqué. Enfin moi, quand il me l'a expliqué lors de ce dîner, j'ai compris tout de suite. La communication entre les cellules, a-t-il démontré dans les différentes expériences qu'il a menées, se fait par une sorte de son, et après en découlent les applications tout à fait hallucinantes. Expliquez-nous ça. Alors, je vais profiter d'une tare génétique de la famille, c'est de faire des métaphores. Alors, allons-y. Vous savez, en 1960 ou 70, vous aviez une voiture et vous mettiez la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Voilà.
Et que si quelqu'un vous approchait en disant « Moi, j'ouvre ma voiture à 10 mètres de distance », vous allez dire « Vous êtes fou, c'est pas totalement impossible. Ouais. Si la clé n'est pas dans la serrure, ça peut pas s'ouvrir. Ouais. » Et plus tard est arrivé des petits transmetteurs infrarouges ou électromagnétiques, et basés sur le principe de Sud Radio, c'est-à-dire la transmission par des ondes électromagnétiques d'un signal qui peut être soit la voix, soit la vidéo, soit un signal codé qui permet de déclencher des choses à distance, comme la porte de votre garage. Voilà. Donc, on peut ouvrir la voiture à distance, c'est absolument pas surprenant. Et c'est ce que Brian Josephson dit en des termes simples dans la préface du livre. Ça ne choque pas les physiciens qu'il puisse y avoir communication électromagnétique. En fait, le problème, c'est ce fameux choc des molécules. Mon père m'expliquait que les biologistes font un petit dessin, ils mettent une cellule, ils mettent une molécule, et la molécule arrive toute proche. Elle la touche, et poum, crac, il y a une réaction, et la cellule modifie son comportement, et elle guérit, ou elle produit une substance qui va faire guérir le malade. Ouais. Et cette molécule qui touche la cellule, personne n'a vraiment expliqué ça. Alors mon père dit, l'eau transmet quelque chose. J'arrive avec un écho qui arrive dans l'eau après dilution. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose, je vais essayer de travailler dessus. Alors il s'est dit, supposons qu'au lieu de mettre un cœur de cobaye, je vais mettre un tube à essai. Et je vais essayer de transférer ce signal qui passe par la dilution, donc que l'eau transporte, plutôt à travers un système physique, un système électrique ou électromagnétique, qu'on peut appeler un amplificateur, par exemple. Ouais, un amplificateur de son. Un amplificateur. Ouais. Il aurait fallu que ce soit un amplificateur dans l'infrarouge, dans le térahertz. Et en fait, ça coûte très très cher, et il n'avait pas beaucoup d'argent dans son laboratoire, alors il a commencé par ce qu'il avait sous la main, un petit amplificateur qu'on mettait à l'arrière de l'écouteur du téléphone pour avoir un son dans la pièce. Il a arraché le micro, ou le capteur, et il a branché ça sur une bobine électrique, et il a mis ça sur un tube qui contenait, par exemple, reprenons l'exemple, la caféine. Voilà. Il a passé ça dans l'amplificateur, et à l'autre bout, au lieu de mettre un haut-parleur, il a mis une bobine électrique sur un tube à essai avec de l'eau désionisée, c'est-à-dire déchargée de l'eau où il n'y a rien, de l'eau pure, quoi. Voilà. Il a fait passer ça une quinzaine de minutes, et puis après il a pris l'eau et il a mis cette eau-là dans le système réactif avec le cœur de cobaye. Ouais, l'eau où il y avait, à l'autre bout de la chaîne, où il n'y avait rien, censé ne rien y avoir. Absolument. L'eau pure, quoi. C'était de l'eau pure. Voilà. Donc cette eau, elle a reçu un signal électromagnétique par les fils électriques, et elle s'est enrichie de ce signal, c'est ce qu'on appelle l'activité moléculaire, et elle a produit le même effet sur le cœur. Et donc là, autrement dit, elle avait de la caféine. Voilà, le cœur a réagi. Elle n'avait pas des molécules de caféine, mais elle avait quelque chose qui ressemblait à l'effet que fait la caféine sur le cœur. Ouais. Et là, il a commencé à parler avec des physiciens, et les physiciens lui ont dit, mais une molécule d'eau toute seule, c'est pas très intéressant. Ce qui se passe, en fait, c'est, comme il y a des milliards et des milliards de molécules d'eau dans le tube à essai, c'est certainement la manière dont elles s'arrangent ensemble. Et comme l'eau est un dipôle, c'est comme un petit aimant, côté nord, côté sud, côté plus, côté moins, il se peut qu'il y ait une organisation des molécules qui puisse reproduire cet effet de caféine, quoi. Stocker l'activité moléculaire, donc enregistrer le signal biologique. Ouais. Et là, il a touché le jackpot, puisque en fait, une fois qu'il a passé le signal dans le fil électrique, il a mis ce fil électrique pas dans une bobine électrique, mais dans l'entrée son, la carte son de votre ordinateur. Et là, il a numérisé le signal. Et comme c'était dans l'ordinateur, après, il pouvait le manipuler comme des fichiers ordinateurs. Et la première chose qu'il a fait, c'est de l'envoyer par email à Chicago, en leur disant, jouez-le de la même façon sur un fil électrique, sur un tube à essai tout pur. Ouais. Et vous me dites ce que vous voyez. Voilà. Et là, il a commencé à faire des recherches en aveugle, c'est-à-dire qu'il disait pas ce qu'il envoyait. Les gens disaient, tiens, ça ressemble à de la caféine. Ça a le même effet sur le cœur que la caféine, ou qu'un anticoagulant, ou que autre chose, etc. Alors, je résume.
je résume. Il a réussi à numériser un son, on va dire ça, à numériser un signal, voilà, pour être précis, à numériser un signal qu'il envoyait donc, il l'avait sous forme de fichier informatique, il l'envoyait par Internet en fichier joint à Chicago. Chicago récupérait ce fichier, le jouait donc est repassé par une bobine électromagnétique devant donc une éprouvette avec de l'eau pure. Et ensuite, cette eau pure, il devait, en la mettant en contact avec un cœur de cobaye, voir ce que ça faisait. Si c'était de la caféine, le cœur se mettait à réagir comme s'il avait de la caféine, évidemment. Ouais, donc il l'a envoyé par Internet, quoi, en gros. Exactement. Donc il a numérisé un signal biologique. Vous vous rendez compte ? Je me rends compte. C'est hallucinant. Je me rends compte qu'il y a des applications énormes. Je veux dire, si on arrive à faire passer un signal biologique, et si c'est pas de la science-fiction, et j'aimerais bien que beaucoup de chercheurs se mettent à travailler là-dessus pour nous expliquer si c'est de la science-fiction ou si c'est vraiment quelque chose que l'on peut maîtriser et qu'on peut industrialiser. À ce moment-là, vous aurez un fichier MP3. Là, les gens connaissent bien maintenant la musique stockée sur un ordinateur. Vous utiliserez un objet, un stylet, par exemple, iPod, pour faire jouer de la caféine et vous aurez de l'aspirine, voilà, ou de l'aspirine ou quelconque médication, quoi. Ou toute une chimiothérapie qui coûte $10 000 le mois ou la semaine, je sais plus. Voilà. Et là, ça sur un fichier de musique, quoi, en fait. Ouais. Jérôme Benveniste, Marie-Ange Lermite, vous restez avec nous. On va découvrir l'interview que j'ai réalisée jeudi du professeur Brian D. Josephson. Donc, il était à Cambridge, où il travaille. Je rappelle qu'il est prix Nobel de physique. Il a eu le prix Nobel de physique en 1973, et c'est lui qui a signé la préface du livre, donc Ma vérité sur la mémoire de l'eau, aux éditions Albin Michel, livre écrit donc par votre père, le docteur Jacques Benveniste. Écoutez cette interview. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Professeur Josephson, vous avez suivi les travaux du docteur Jack Benveniste sur la communication entre les cellules. Qu'en pensez-vous? Professor Josephson, you followed his research, the research of the Dr. Benveniste about communication between cells. What do you think about this? Dr. Benveniste seemed to have got quite good evidence that there were characteristic. Je pense qu'au moins, au minimum, il y a de bonnes preuves de signaux caractéristiques qui affectent les cellules. My theory about the things that Dr. Benveniste discovered is that it's connected with the organization of water molecules. Ce que le docteur Jacques Benveniste a découvert est bien sûr lié à l'organisation des molécules d'eau. Il y a de bonnes preuves que l'eau n'est pas seulement une organisation de molécules qui bougent les unes autour des autres, mais qu'il y a une structure ordonnée tout à fait intéressante. Professor Josephson, before the publication of Dr. Benveniste, a team composed by John Maddox of Nature, an illusionist, Mr. Randy, and Mr. Stewart, they came to check out the research in his laboratory. Is it useful? Avant la publication de Jacques Benveniste, du docteur Jacques Benveniste dans la revue Nature, cela a donné lieu à des vérifications dans son laboratoire par une équipe composée par Monsieur Maddox, qui était le rédacteur en chef de la revue Nature, de Monsieur Randy, illusionniste, et Monsieur Stewart. Est-ce que ce procédé est courant dans la pratique scientifique, et est-ce que l'utilisation d'un illusionniste comme James Randi est également courante? Well, in principle, having people check out an experiment is a good thing. Yes, of course. It is curious that they didn't do it before publication, which would be the usual. Je pense que quand des personnes vérifient une expérience, c'est plutôt une bonne chose. Mais en revanche, c'est dommage qu'elle l'ait fait avant la publication, car ça aurait pu être plus utile. Enfin. À mon sens, le plus important, c'est que les membres n'étaient pas des biologistes et qu'ils ne comprenaient pas ces expériences.
Monsieur Randi a investigué plusieurs cas en ce qui concerne donc cet illusionniste. Cependant, je pense que Monsieur Madison aurait été une personne plus compétente pour parler de ça parce que il a une formation scientifique. Enfin, je n'ai pas d'objection de principe à ce qu'un illusionniste fasse partie des personnes qui viennent vérifier une expérience. Professor Josephson, shall the experience of Dr. Benveniste be followed? D'après vous, professeur Josephson, est-ce que les expériences du docteur Jacques Benveniste doivent-elles être poursuivies? Yes, it looks as if he's made an important discovery and one that other people should investigate. Oui, les découvertes qu'a fait le docteur Benveniste sont importantes et d'autres personnes devraient aller plus loin. Pour conclure cette interview au professeur Josephson, j'ai été surpris de lire sur votre page internet que vous vous intéressiez à la parapsychologie. En France, il est impensable qu'un scientifique de votre niveau puisse s'intéresser à ce domaine. To conclude this interview, Professor Josephson, I was surprised to read on your webpage that you were interested in parapsychology. In France, we can't imagine that one scientist of your level could be interested in such research area. Well, since I have my Nobel Prize and a tenure position, it's not so much of a problem. Eh bien, depuis que j'ai eu mon prix Nobel en 1973 et la position que cela m'a donnée, ça n'est pas vraiment un problème si je travaille sur un autre domaine d'études que le mien. En fait, je pense que je suis dans la même situation, dans la situation similaire qu'a vécu le docteur Jacques Benveniste. Quand on fait une découverte importante, c'est notre devoir de continuer, même si on est critiqué à cause de cela. Moi, je suis couvert grâce à mon prix Nobel. Mais je pense que finalement, la vérité verra le jour. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. C'était donc ma conversation avec le professeur Brandy Josephson, qui est prix Nobel de physique. Il a eu ce prix Nobel de physique en 1973. C'est un Américain qui travaille à Cambridge et qui a préfacé donc le livre du docteur Jacques Benveniste. Nous parlons de ses travaux ce soir. Ce livre aux éditions Albin Michel s'appelle Ma vérité sur la mémoire de l'eau. Et comme le dit très bien Jérôme Benveniste, son fils, donc qui est avec nous ce soir, ça se lit comme un roman. C'est vraiment très accessible. Que pensez-vous de l'interview de ce prix Nobel de physique, Jérôme Benveniste, qui dit moi je suis couvert par mon prix Nobel en fait? Oui, effectivement, ça veut dire que il peut s'intéresser à des sujets qui sont légèrement hors des sentiers battus, ouais, sans être victime de l'OPOM nationale, quoi. C'est-à-dire que il a certainement une intelligence et une puissance cérébrale qu'il est bon de mettre à profit dans des secteurs qui pourraient être prometteurs puisqu'ils n'ont pas été défrichés. Et le problème que j'ai l'impression est assez, disons, pathologique en France, c'est que lorsqu'on sort des sentiers battus, on déclenche une sorte de mécanisme de rejet. Et ouais, mon père décrit ça dans son livre, et je vais pas paraphraser, du moins citer le livre à l'antenne. Je pense que beaucoup de lecteurs ont envie de le découvrir eux-mêmes, ouais, mais c'est la technique de la carabine, c'est-à-dire que tout le monde est caché sous la table. Quand il y en a un qui sort, il se fait tirer dessus par tout le monde et tout le monde se recache sous la table. Voilà. C'est assez amusant d'ailleurs dans le livre. Ouais, ça ressemble un peu à Galilée, qui disait, et pourtant elle tourne. Oui, effectivement. Le problème c'est très simple, c'est pour caricaturer complètement, c'est l'homme qui a perdu sa clé qui la cherche, et au bout d'un certain moment, beaucoup de gens cherchent avec lui pour l'aider à trouver sa clé. Et il dit, mais quelqu'un se lève et dit, mais vous l'avez perdue ici cette clé? Il dit non, je l'ai perdue là-bas, mais ici il y a le réverbère. Donc en fait, c'est une caricature, oui, faut la prendre comme ça. Mais il semble que le professeur Brian Josephson a effectivement envie de chercher dans des domaines qui sont totalement non défrichés, totalement vierges, et pour ça, il faut qu'il ait du courage, puisqu'il va être le premier avec sa machette sur des terrains totalement inconnus. Ouais. Et il ne sera pas forcément suivi, et même on lui dira, tu perds ton temps, tu gâches l'argent du contribuable, etc. Mais si on continue à chercher sur des sentiers bien balisés, bien goudronnés,
on fera pas des bonds en avant dans la recherche. Complètement. Je me retourne maintenant vers vous, Marie-Ange Lermite. Que pensez-vous, votre opinion sur ce qu'a dit le professeur Josephson? Il n'a pas dit grand-chose, vous savez, il a simplement dit que ça valait la peine de continuer, ce dont un certain nombre de gens sont convaincus. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas expliqué pourquoi, ou très peu expliqué pourquoi. En réalité, la difficulté qu'il y a à trouver l'explication théorique sans laquelle on peut pas admettre facilement les effets, même quand on les voit, cette difficulté ne pourra être résolue que par des recherches pluridisciplinaires. Et c'est pour ça que c'est si long à mettre au point, c'est que il faut avancer d'une part en biologie, d'autre part en chimie, d'autre part en physique, et probablement améliorer aussi les technologies elles-mêmes. Jacques disait très souvent que ce qui finirait par emporter la conviction, c'est quand ces expériences deviendraient totalement plus facilement reproductibles grâce à l'amélioration des cartes son des ordinateurs. Donc ça paraît idiot parce que c'est une simple amélioration technologique d'un outil dont dont chacun se sert tous les jours, bien et sûr, particulièrement les gens qui sont amateurs de musique, qui chargent sur leurs ordinateurs. Mais à partir du moment où le signal caractéristique des molécules est un signal électromagnétique qui peut être enregistré, tout d'un coup, ça devient compréhensible que le saut qualitatif puisse être fait par une simple amélioration technologique des cartes son. Oui, mais il n'y a pas d'amélioration à attendre puisque ça existe déjà. Il semble qu'on les améliore tous les jours. Oui, oui. Et plus on améliore la qualité d'enregistrement du signal, plus on sort le signal lui de la molécule, le signal précis de la molécule, par rapport à tous les autres bruits ambiants. Oui, bien sûr. Puisque apparemment une des difficultés qu'il a rencontrées, c'était d'arriver à isoler la molécule elle-même de tous les bruits qui l'entourent. Voilà, de tous ces parasites, quoi, de tous ces parasites. De tous les parasites. Oui, tout à fait. Donc, plus vous améliorez la technologie des cartes son, plus vous améliorez le système d'enregistrement. Donc ça dépendait pas de lui. Tout à fait. Louis Bénédit, si je peux intervenir de nouveau sur l'interview du professeur Josephson, il a dit que en fait l'eau était un milieu très très complexe et on peut pas s'arrêter à simplement H2O et puis quelques petites considérations physiques sur les constantes bien connues, constantes électriques, etc. C'est une molécule très complexe, surtout lorsque elle est dans ce milieu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toute seule. Et je pense que il faudrait voir pourquoi est-ce qu'on parle de ces fréquences auditives, la fréquence de son entre 20 et 20 000 Hz. Pourquoi est-ce qu'on s'en cantonne pour l'instant? C'est parce que mon père n'avait pas énormément d'argent pour faire un capteur qui aille du Hertz au terahertz et qui puisse engranger tout ce que peut produire un tube à essai comme vibration et le transporter dans l'ordinateur avec un échantillonnage qui couvrirait toutes ces fréquences. Donc là, il s'est arrêté à la valeur maximum de ce que permet la carte son. Et si on développe des cartes son, ce sera certainement pour l'oreille et on restera un peu dans le même secteur. Donc il faudrait plutôt développer une technologie qui permette d'échantillonner à des fréquences qui soient toutes les fréquences possibles. Bien sûr. Alors là, juste parce qu'il nous reste maintenant un quart d'heure pour conclure sur ce et non pas refermer le dossier parce que il est quand même beaucoup plus important que ces 1h30 consacrées dans les aventuriers
de l'étrange. Mais Jérôme Benveniste, je résume un petit peu, je vulgarise évidemment à outrance. Votre père a découvert un système qui permettrait, je vais grossir évidemment volontairement le trait, mais par exemple des médicaments. L'Afrique est en train de souffrir de tout ce qui est manque de thérapie, de médicaments, qui est beaucoup trop cher pour elle. Les laboratoires ont cyniquement dit que de toute façon le marché africain ne les intéresse pas parce que il n'y a pas d'argent à gagner. Avec ce principe, on peut envoyer par Internet des médicaments à tous les ordinateurs africains pour soigner pour presque 0 francs, 0 centimes toute une population. Et c'est l'aube d'une découverte extraordinaire. Or, là, vous êtes en train de nous le dire sur Sud Radio, personne ne s'y intéresse. En France. Eh ouais. Alors, il faut pas trop faire de la recherche-fiction. Entre une découverte d'un phénomène, on invente l'électricité et l'ordinateur le plus puissant du monde, il s'est passé beaucoup de temps. Oui. Donc, avant que la population africaine se réjouisse qu'elle pourra se soigner, il se passera certainement du temps. C'est le fonctionnement normal de la recherche, mais l'idée c'est d'accélérer et de ne pas bloquer systématiquement une découverte, surtout si elle est prometteuse, parce que on la comprend pas ou parce que elle sort des sentiers battus. Je le répète, on peut pas faire des découvertes qu'on a déjà appris à l'école, sinon c'est pas de la recherche. Et c'est un peu le paradoxe de la recherche, surtout dans des pays comme la France. Maintenant, bien sûr, si on arrive à reproduire, stabiliser, industrialiser tout ce qu'on peut imaginer pour passer d'une découverte scientifique qui est basée sur une observation expérimentale à une industrialisation d'un médicament, bien sûr, il y a l'ouverture, une possibilité de fabriquer des médicaments à peu de frais, puisque une fois qu'on a mis quelque chose dans un ordinateur, on peut le manipuler avec des outils qu'on a déjà développés pour d'autres applications. Sans aucun problème. Et pour l'humanité, ce serait une avancée considérable. Oui, effectivement, ce serait une avancée considérable. Disons, toute cette recherche-fiction, comme on dit politique-fiction ou science-fiction, a été bien décrite par mon père. Et il parlait peut-être beaucoup trop vite, puisque d'abord, ça aurait été bien qu'il ait vécu 10 ou 15 ans de plus pour remettre en application ses découvertes. Et que d'autres le fassent s'il n'est plus là, ce serait aussi quelque chose de très important. Mais Josephson parlait de l'eau, et si je parlais des fréquences, du son, etc., c'est qu'on s'éloigne bien de la biologie, c'est qu'en fait il y a des chercheurs en physique qui ont des difficultés à se faire comprendre, dont un qui est malheureusement mort 4 ans avant mon père, c'est Preparata en Italie, et qui parle de la cohérence qu'il peut y avoir dans l'eau, c'est-à-dire que l'eau peut se comporter comme un laser, et toute une nouvelle physique de l'eau pourrait expliquer cette transmission du signal biologique, mais il faudrait certainement mettre le paquet sur une recherche sur les anomalies de l'eau. Et l'association Jacques Benveniste aimerait mettre une toute petite goutte d'eau dans la mer, et parce que je pense que c'est pas dans le domaine associatif que doit se faire la science qui va soigner toute une population, mais on voudrait simplement faire un petit pas en avant, lancer un peu la pierre dans une direction qui serait d'étudier toutes les anomalies de l'eau. Oui, je me tourne vers vous, Marie-Ange Lermite, puisque Jérôme Benveniste vient d'en parler à l'instant. Vous faites partie, Jérôme Benveniste est le président de l'association donc Jacques Benveniste pour la recherche. Vous faites partie du conseil d'administration. Vous présidez également le comité scientifique. L'objet de cette association, c'est d'aider des jeunes chercheurs, c'est ça ? Oui, l'idée c'est d'essayer de lancer au moins soit une bourse de thèse, soit, ce serait plus prudent, un post-doctorat, pour quelqu'un qui accepterait de travailler sur un point aveugle, si vous voulez, de la recherche, par exemple sur cette théorie des domaines cohérents de l'eau, de manière à aider quelqu'un qui souhaiterait travailler dans ce domaine et qui ne trouverait pas d'appui financier, presque par hypothèse, dans les systèmes de financement de la recherche tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Oui.
Oui. Mais dites-moi, si jamais, parce que là, vu l'ambiance de la recherche en France, qui n'a pas beaucoup bougé depuis le décès du docteur Jacques Benveniste, si un jeune étudiant choisit, par exemple, comme sujet de thèse pour décrocher son doctorat, de reprendre, par exemple, là où il les avait laissés, les expérimentations du docteur Jacques Benveniste, comme disait Jérôme Benveniste fort justement tout à l'heure, ceux qui sont sous la table vont sortir. Il va y avoir des coups de fusil qui vont partir dans tous les sens et ils vont se remettre sous la table, non ? Vous savez, d'abord, pour faire une thèse, il faut trouver un directeur de thèse. Voilà. Donc, je pense qu'un directeur de thèse ne donnera pas comme sujet de thèse la poursuite des expériences de Jacques. En revanche, il pourrait y avoir des points précis, si vous voulez. C'est pour ça que je parlais de points aveugles. Des points précis qui, eux, pourraient ne pas être aussi dangereux que celui-là, et qui feraient quand même avancer l'ensemble de la théorie. Mais c'est aussi pour ça que je vous parlais de post-doctorant, c'est que il serait effectivement peut-être plus prudent que ce soit quelqu'un qui a déjà quelque chose qui se lance dans ce genre de recherche. On peut toujours, si vous voulez, s'évader des sentiers un certain temps à la condition de ne pas s'y perdre définitivement. Donc c'est probablement par petites évasions successives, par progrès qui, comme je vous parlais tout à l'heure des Cartesson, progrès qui n'ont apparemment rien à voir avec le propos de Jacques. Des choses comme ça que, en mettant tout bout à bout, tout d'un coup, ça paraîtra évident. D'accord. Jérôme Benveniste, Marie-Ange Lermite est en train de nous dire tout simplement qu'il faut avancer à couvert, quoi. Oui, ou alors il faut être prix Nobel. C'est-à-dire, vous prenez un prix Nobel français, il dit... je pense qu'il faut dépenser un millième du budget de la recherche pour réapproprier à la France, que la se réapproprie les débuts de découverte, c'est-à-dire les quelques brevets qu'a fait mon père sur le principe observé, sur les observations expérimentales, et là tout se déclenche. Mais il faut quelqu'un qui ait du courage, effectivement, et qui soit à même de prendre des risques. C'est-à-dire, on peut perdre un millième du budget de la recherche pendant 5 ans ou 10 ans et ne rien trouver. Mais on peut aussi toucher le jackpot en étant les premiers à poursuivre les travaux. Et vu ce que pense, d'ailleurs, sans le citer, le dernier prix Nobel de physique français, on n'est pas rendu, comme on dit dans notre sud-ouest. On n'est pas encore arrivé, Si la technique... moi je conseille, comme il reste plus beaucoup de temps, bien sûr, à tous les auditeurs de lire le livre, ils vont s'amuser. Bien sûr, mais si on considère que la technique de la carabine a lieu comme principe de base en France, effectivement, ça va être difficile, mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on a envie de reprendre des challenges, on a envie de briller dans des découvertes, et je pense que si on a la carrure, et il y a beaucoup de chercheurs en France qui ont la carrure de poursuivre les travaux de Jacques Benveniste, on peut très bien le faire, même à temps partiel, parce qu'on ne veut pas sortir trop des champs de pieds battus, et on peut s'y lancer. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont parlé des expériences qui ne l'ont jamais vu, qui ne sont jamais allés au laboratoire. Et qui ont encore moins lu les différents comptes rendus successifs. Et donc il y a énormément de gens qui se prononcent en termes de croyance, c'est-à-dire ils ne croient pas que ça fonctionne, ils ne croient pas que ça a été observé, ils ne croient pas que ça existe, et on se croirait dans un discours théologique et non pas scientifique. Et donc je pense que si quelqu'un qui a des épaules très larges au niveau scientifique, un prix Nobel ou quelqu'un qui a une carrière fulgurante derrière lui et se disait tiens, je vais m'intéresser à temps très partiel, je vais prendre 2 étudiants ou 2 postdocs sur mon labo de 50 ou 100 personnes et je vais le faire travailler là-dessus, ça peut payer. Alors l'association va essayer de faciliter quelqu'un qui veut faire ses recherches, mais il est fort probable que la bourse sera gagnée par quelqu'un qui ne soit pas sur le sol français, et ce serait très très dommage.
Merci en tout cas, Jérôme Benveniste. J'espère que cette émission aura servi à faire un tout petit peu avancer dans la bonne direction la recherche, même si bon, un petit peu, au moins un petit peu. Merci de nous avoir accordé de votre temps. À bientôt, Jérôme Benveniste. Je vous remercie beaucoup. Et notre antenne vous est ouverte, évidemment, si vous avez des choses à nous raconter, des découvertes, parce que je sais que des scientifiques, vous nous l'avez dit, travaillent dans le sens des découvertes de votre père. S'il y a des choses qui se déclenchent, n'hésitez pas à revenir vers nous. On s'en fera l'écho avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Marie-Ange Lermite, merci de nous avoir accordé également un petit peu de votre temps. Et à très bientôt, j'espère, dans le cadre des découvertes qu'a fait Jacques Benveniste. Merci à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Marie-Ange Lermite. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Isilorio Massarini, soutiene Regina Forza. Avant de changer radicalement de sujet, je vous rappelle quelques références. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les travaux du docteur Jacques Benveniste, je vous le dis tout de suite, pas besoin d'être biologiste, physicien ou docteur en médecine. Même moi, j'ai compris le bouquin, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ce livre très très intéressant, paru aux éditions Albin Michel, s'appelle « Ma vérité sur la mémoire de l'eau ». Il est signé par le docteur Jacques Benveniste et préfacé par le professeur Brian D. Josephson, donc qui est prix Nobel de physique, que vous avez entendu dans le courant de cette émission. Sur Internet, vous pouvez arriver également sur le site de l'association l'association Jacques Benveniste pour la recherche. L'adresse est tout à fait simple. Vous tapez jacques.benveniste.org et là vous arrivez sur le site de l'association où vous avez régulièrement toutes les informations concernant l'avancement dans le monde de la recherche dans ce domaine. Nous allons maintenant aller à Groyer dans le Tarn, où a commencé depuis aujourd'hui le Forum international d'ufologie, deuxième rencontre rapprochée avec des stands d'information, avec des débats, avec des conférences évidemment consacrées aux ovnis. Nous avons avec nous son organisateur Didier Gomez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça a commencé depuis aujourd'hui, ça se poursuit demain bien entendu à Groyer. D'abord un petit bilan, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Ben, ça s'est très très bien passé. On a eu une affluence relativement correcte pour ce type de manifestation, parce que le sujet est souvent décrié un peu partout dans les médias. Donc on a eu quand même une bonne affluence. Donc nous sommes très contents de cette première journée. Oui. Les conférences ont été bien suivies, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer demain, dimanche, donc, parce que ça va être une journée particulièrement intéressante? Oui, tout à fait. Alors, la petite particularité pour demain matin, c'est qu'il y a eu une annulation de dernière minute. Donc, on va faire à la place de l'intervention qui était initialement prévue, on va faire une petite table ronde où il sera question du phénomène OVNI, mais des questions d'ordre général avec Richard Nolan qui vient du Québec, Jean-Luc Rivera et également Gérard Lebas. Oui. Ce sont des intervenants qui s'intéressent au sujet depuis un certain nombre d'années. Il y aura ensuite, à partir de 10h30, Robert Roussel, journaliste à France 3 Bordeaux, qui fera un exposé très très intéressant sur l'ufologie et le journalisme. Et également, il débattra avec le public sur les questions liées au nouveau GEPAN, puisqu'il a participé également à des études, il y a des enquêtes à l'époque du GEPAN. Le GEPAN, qui est un organisme qui dépend du Centre national d'études spatiales à Toulouse et qui est présidé par monsieur Jacques Patonnet, qui a été notre invité d'ailleurs dans Les Aventuriers de l'étrange. Voilà, tout
tout à fait. Ensuite, nous poursuivrons avec un petit laïus sur les repas ufologiques qui sont organisés un peu partout en France maintenant, même si on n'entend pas trop parler, mais c'est-à-dire ce sont des réunions qui ont lieu tous les mois dans les grandes villes françaises. Également, à partir du mois d'octobre, dans la ville d'Albi, on va débuter également les repas ufologiques d'Albigeois. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, dans la deuxième partie consacrée à l'ufologie dans cette émission sur Sud Radio avec Véronique Laustre. On verra ça tout à l'heure, effectivement. Tout à fait. Ensuite, en début d'après-midi, il y aura une intervention de Jean-Luc Rivera sur les vagues d'airship, c'est-à-dire les vaisseaux aériens qui avaient été relatés dans la presse américaine en 1897 et également en 1909 et 1914. Donc c'est un aspect de la question qu'il faut connaître. Oui, tout à fait. Et, pour terminer, j'interviendrai moi-même dans le cadre du livre qui vient de sortir aux éditions Venteral, OVNI 50 ans d'enquête dans le Tarn, et j'aborderai également l'aspect donc des témoignages locaux. Très bien. Alors, Didier Gomez, où se situe exactement ce forum international d'ufologie? C'est à Groyer, mais où ça exactement? Alors, il se situe dans l'enceinte du forum municipal qui se trouve au niveau du terrain d'aviation de la ville de Groyer, exactement au 63 avenue Saint-Exupéry. Voilà, comme ça on a toutes les informations. L'entrée est payante, comment ça se passe pour assister aux conférences? L'entrée, oui, est de 2 € et on fournit le programme donc des différents intervenants qui auront lieu demain. Et également, il y a une partie avec des auteurs qui sont là pour dédicacer leur ouvrage. Donc Richard Nolan qui nous vient du Québec, qui a écrit quand même une douzaine d'ouvrages sur le sujet. Donc ça mérite une visite. Ah, complètement, oui, tout à fait. Mais alors, dites-moi, Didier Gomez, je profite de l'opportunité de vous avoir avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, puisque vous êtes l'auteur d'un livre tout à fait intéressant que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer d'ailleurs. Un livre, vous l'avez dit, donc intitulé OVNI, 50 ans d'enquête dans le Tarn. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre uniquement sur les observations tarnaises? Disons que moi je m'intéresse au sujet depuis un certain nombre d'années, et comme depuis on va dire depuis une dizaine d'années maintenant que je réside dans le Tarn, j'avais envie au départ, pas forcément d'écrire un livre, mais juste d'enquêter pour voir si dans le département dans lequel je réside, il y avait également des témoignages, comme on en entend parler un peu partout à travers la planète. Ouais. Et à partir d'articles de presse, à partir de recherches aux archives départementales, j'ai commencé à constituer un petit dossier. Et de fil en aiguille, ce dossier s'est étoffé de jour en jour. Et donc là, jusqu'à atteindre une centaine de cas que nous avons enquêté avec les autres membres de l'association, sur lesquels nous avons enquêté, et donc voilà, en fait ça s'est construit petit à petit. Alors, je vais vous demander de nous relater peut-être un cas que vous trouvez vraiment très très intéressant et qui est évidemment dans votre livre. Alors, je vais prendre un cas qui est assez récent, qui s'est déroulé en 2004, le 2 août 2004, du côté d'Arthès. Donc c'est un petit village qui se situe à proximité d'Albi, où il y a eu un cas qui est survenu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 témoins corrélés le témoignage par 2 prises de vue photographiques. Ensuite, il y a eu un élément qui est quand même intéressant quand on fait une enquête, c'est que le phénomène est observé à 1h30 du matin, et la personne nous a contacté quelques heures à peine après l'observation, donc on a pu recueillir à chaud le témoignage. Et ça, c'est un élément qui assez rare, très important. Oui, c'est assez rare. Racontez-nous alors l'observation. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là vers 1h30 du matin? Alors en fait, donc il y avait deux personnes, deux jeunes garçons de 19 ans qui étaient tout bêtement en train de discuter dehors. Donc ça se passe au mois d'août, et il avait fait un gros orage quelques heures auparavant. Ils étaient en train de prendre un peu le frais à l'extérieur. Et l'un des deux était en train de consulter en fait ses messages SMS sur son téléphone portable. Et pendant ce temps, son copain lui fait signe qu'il voit un phénomène très très lumineux dans le ciel. Et donc il a le réflexe de suite de prendre
prendre, de fixer avec son téléphone portable et de prendre deux photos coup sur coup. D'accord. Et suite à ça, donc ça dure 15-20 secondes, le phénomène a disparu à la vitesse grand V, on va dire, et ça s'est éteint tout d'un coup. Oui. Et donc, en fait, il a voulu tout de suite, pour montrer, enfin, pour se prouver même à lui-même qu'il ne rêvait pas, avoir un élément. Donc là, il avait la possibilité de prendre deux photos, en l'occurrence. Mm-hmm. Et suite à ça, il est allé tout de suite, tout affolé, réveiller ses parents, qui m'ont confirmé également la frayeur de leur enfant suite à cette observation-là. Ouais. Voilà, donc, alors... Bon, ce qui a été intéressant ensuite, c'est d'essayer de faire des analyses de ces prises de vue, et ça fera l'objet d'une intervention d'un membre de l'association qui est docteur en physique et qui a fait une étude spectroscopique de ces prises de vue, oui. Et qui sera relatée demain après-midi, donc en fin de congrès. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Décrivez-nous ce qu'ils vous ont décrit. Alors, en fait, bon, par rapport aux photos et par rapport à ce qu'ils nous ont décrit, c'est tout à fait concordant. Ouais. Bon, c'est en fait un gros phénomène lumineux qui éclairait vraiment très très fortement, mais un phénomène blanchâtre. Ouais. Et voilà, sur les photos, on voit pas grand-chose si ce n'est la nuit et au milieu une grosse source lumineuse, on va dire. Bon, mais on est encore en train d'essayer de comprendre effectivement ce qu'ils ont vu. Oui, mais ce phénomène, cette observation a duré combien de temps en tout? Ça a été assez rapide finalement, non? Oui, c'est de l'ordre de, comme je vous disais, entre 20 et 30 secondes, grand maximum, quoi. Ouais. Ça a été assez furtif, mais ça c'est une des règles du phénomène OVNI, c'est d'apparaître de manière furtive et toujours dans un temps relativement très court. Ouais. Et ensuite, l'objet, cette lueur, a littéralement disparu. C'est volatilisé, ou est-ce qu'ils ont vu une espèce de prise de direction dans un sens ou dans un autre? Non, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas à fort taux d'étrangeté. Ça, ouais. Alors, on n'arrive pas bien à déterminer si ça a disparu sur place ou si c'est parti à une vitesse tellement fulgurante que ça a disparu de la vue des témoins. Donc, mais ça a été une fraction de seconde. C'était dans le ciel, tout d'un coup, ça y était plus, quoi. Ouais. Et est-ce que, parce que bon, ce témoignage est frais finalement. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu une possibilité d'évaluation de distance, d'importance de ce phénomène lumineux, quelques dimensions? Vous avez pu essayer d'en tirer quelques conclusions? Alors bon, c'est vrai qu'au niveau des évaluations de distance, c'est toujours très difficile, surtout quand c'est par une observation de nuit. Ouais. Il y a un petit élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que suite à ça, le témoin a tenté de photographier la Lune qui était aux trois quarts pleine, donc pour voir la différence par rapport au phénomène qui venait de photographier, et l'appareil. Le téléphone portable lui a mis un message comme quoi il n'y avait pas assez de luminosité. Donc, intéressant, il s'est passé que l'astre lunaire ne reflétait pas assez de lumière. Oui. Et pourtant, il venait de prendre deux photos d'un objet, entre guillemets, qui éclairait vraiment très très fortement. Et sur les photographies, effectivement, on voit une source lumineuse qui est vraiment éblouissante. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'hypothèse d'une planète qu'il aurait photographiée est exclue, là, donc, dans ce cas-là? Oui, tout à fait, d'autant plus que les premiers éléments de l'analyse qui ressort de ce qu'a fait notre collègue de l'association laisse présager sur la même photo l'existence de trois sources lumineuses distinctes. Alors évidemment qui n'apparaissent pas comme ça de visu. Bien sûr, ouais. Donc c'est un élément qui est quand même assez intéressant dans l'enquête. Trois sources lumineuses qui sont disposées dans quelle forme? Est-ce que vous avez pu le discerner? Disons, on est en train encore de travailler dessus, donc je vous avouerai que moi j'ai pas tous les éléments pour vous analyser et exposer le problème. Bon, il faut
avoir certaines notions de physique. Donc Sylvain Geoffroy, qui est l'expert à la matière, en parlerait mieux que moi. Je vous pose la question parce qu'on s'est intéressé récemment, la semaine dernière, pour ne rien vous cacher, à la vague belge que vous connaissez évidemment, oui, tout à fait, d'observation d'OVNI, où ces 3 points lumineux sont également très présents. C'est ça qui est étonnant. Oui, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais effectué des enquêtes en Belgique, oui. Et je me souviendrai toujours d'une phrase qui m'avait marqué de la part de témoins, quand j'étais venu essayer de comprendre ce qu'ils avaient pu voir, ou ne serait-ce que recueillir des éléments un peu contradictoires. Il m'avait dit, monsieur, qu'est-ce qu'on a vu? Et en fait, le problème, il est là, c'est que les gens, ils voient des choses quand même. Voilà, je vous parle de cas quand même assez sérieux. Hein. Oui. Ils voient des choses et vraiment ils sont en attente de réponses. Et malheureusement, on n'est pas capable actuellement de fournir beaucoup de réponses. Est-ce que cette observation, puisque vous êtes entouré quand même de pas mal d'éminents spécialistes en ufologie, vous en avez parlé entre vous, vous avez échangé pour essayer d'avoir différentes opinions? Oui. Alors effectivement, on a discuté de ce cas précis, d'autant plus que c'est extrêmement rare d'avoir un témoignage avec éléments photographiques, alors encore plus rare d'avoir un document vidéo. Oui. Donc, on a essayé de soumettre un peu le témoignage à d'autres chercheurs. Bon, pour l'instant, c'est un peu au point mort. Mais alors, dites-moi, puisque vous avez publié ce livre dont je rappelle le titre, c'est 50 ans OVNI, 50 ans d'enquête dans le Tarn. Beaucoup de cas dans le Tarn. Est-ce un département par rapport aux autres départements où on relève beaucoup d'observations? Alors, pas plus qu'ailleurs. Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que dans les 103 cas qui apparaissent dans le livre, il y a quand même un résidu qui s'explique tout à fait par des méprises militaires, par des observations qu'on peut rapprocher de phénomènes naturels ou atmosphériques. Mais il n'y a pas plus de témoignages qu'ailleurs, seulement quand on prend la peine de faire des recherches ou d'aller enquêter ou de faire passer des appels à témoins un peu partout dans la presse. Oui. Et fatalement, il y a des personnes qui se manifestent. Pour vous donner un exemple, cet après-midi, en fin d'après-midi, quelqu'un est venu m'apporter un témoignage qui date déjà d'une bonne quinzaine d'années. Donc là, on va avoir encore un travail d'enquête à faire dans les prochaines semaines. Donc il y aura sûrement d'autres cas qui vont enrichir la base de données. Oui. Et la difficulté dans vos enquêtes, c'est évidemment l'expertise après. Une fois que vous avez relevé le témoignage, et s'il y a des documents, c'est encore mieux, évidemment. Mais la difficulté, c'est d'essayer après de comprendre. Oui, tout à fait. Puis d'analyser, souvent, quoi. On est en fait assez démunis, puisque nous sommes une association donc de bénévoles, et au bout d'un moment, on arrive au terme de ce qu'on peut faire, donc on essaie de s'en remettre. On va essayer de travailler dans les prochains mois un peu plus avec le GEPAN, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas forcément les moyens techniques ni financiers pour aller plus loin dans l'enquête. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Didier Gomez. Merci à vous de m'avoir accueilli sur votre antenne. C'est avec grand plaisir. Alors je rappelle que ce forum international d'ufologie se déroule encore demain à Groyer dans le Tarn. C'est à partir de quelle heure l'ouverture des portes, Didier Gomez? Alors ça ouvre à 9h demain matin. D'accord. Et donc si des gens qui nous écoutent ont été les témoins d'observations tout à fait particulières, étranges, à ce moment-là qu'ils se rendent directement à Groyer, donc dans le Tarn. Ça se passe à côté de l'aéroport, au 63 avenue Saint-Exupéry, près de l'aérodrome, sur les hauteurs de la ville. Et à ce moment-là qu'ils vous demandent à l'accueil pour pouvoir peut-être vous apporter encore d'autres témoignages, même s'ils ne sont pas tarnais, évidemment. Voilà, tout à fait, bien sûr, puisqu'il y a d'autres associations qui sont là, qui viennent des quatre coins de France, donc il y aura de toute façon, tout le monde sera intéressé d'apprendre de nouveaux cas. Tout à fait. Merci beaucoup, Didier Gomez. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée et bonne journée demain. Merci, au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent, mais cette fois-ci avec les repas ufologiques. Nous avons Isor en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Isor. Alors, d'abord, expliquez-nous ce qu'est un repas ufologique, parce que c'est assez étonnant comme ne serait-ce que dénomination. C'est vrai.
Ouais. Alors, un repas ufologique, c'est un repas, bien sûr, tout simple, autour d'une bonne table. À la Bonne Franquette à Toulouse. Bon, on a fait ça dans un lieu, on va dire, self-service pour s'éviter tous les inconvénients des additions en fin de repas, des trucs à partager. Donc là, bon, on est tranquille à ce niveau-là. Et donc, les gens qui sont intéressés par tout ce qui est phénomène ufologique, en particulier, et bien sûr, parfois paranormal aussi, parce que parfois ça se rejoint, donc viennent se rencontrer, échanger des expériences, des idées, des questionnements, et puis de temps en temps, il y a des intervenants qui sont invités. Et donc ça donne lieu à des débats, des conférences très intéressantes qui se finissent fort tard dans la nuit. Oui, ça ressemble un petit peu au café philosophique ou au café scientifique, ces genres de rencontres, hein? Oui, tout à fait, c'est un petit peu l'esprit. Bon, c'est très ouvert. Bien sûr, on a une déontologie dans le sens qu'on doit respecter l'opinion d'autrui. On ne se pose pas en dogme, mais en vérité parce qu'on a une expérience, par exemple. Donc il faut vraiment respecter chaque personne qui est là. Et à partir de ce moment-là, il y a une ambiance très sympathique qui s'installe assez rapidement d'échanges et de discussions à bâton rompu, qui se finissent en général fort tard. Alors là, demain, dimanche, à ce forum international d'ufologie, il y a un repas ufologique qui est proposé. Alors demain, oui, parce que disons qu'entre midi et 2, naturellement, tous les gens se retrouvent autour d'une table. Et ce soir également aussi, il y a une petite soirée de prévue. Donc demain à midi, ce sera la même chose. Effectivement, c'est le moment de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues de longtemps. Bien, les repas UFO de Paris sont là, ceux de Marseille, ceux de Toulon, Strasbourg, enfin, tout le monde a sonné le rendez-vous, et c'est très sympathique de se retrouver, on se voit pas souvent parce qu'on est quand même loin les villes les uns les autres. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver, de se charger les derniers potins du milieu. Oui. Alors, vous êtes en train de me dire que des repas ufologiques sont régulièrement organisés sur tout le territoire français. Tout à fait. Il y a fort longtemps que ça existe. C'est d'ailleurs Gérard Lebas qui a un petit peu innové ça à Paris. Et puis cela fait tache d'huile, d'autres villes ont suivi. Il y a eu, je ne sais pas dans l'ordre, mais il y a Marseille qui s'y est mis. Toulouse, c'est vrai que c'est pas arrivé de suite. Hein, ce sont des repas assez récents. Et puis récemment, il y a Bordeaux qui vient de se créer. Toulon, c'est assez récent aussi. Ça fait tache d'huile. Jusqu'à Castres qui va produire aussi son repas bientôt. Dans notre Grand Sud, il y a donc Castres, il y a Toulouse, il y a Bordeaux. Voilà, il y a Toulon, ça c'est Grand Sud. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment qu'on commence à bien couvrir le territoire. Bien sûr. Et alors, dites-moi, quelle est la fréquence? Prenons le cas par exemple de Toulouse. Quelle est la fréquence des repas ufologiques à Toulouse? Où est-ce que ça se passe? Alors, c'est une fois par mois. On a choisi une date régulière pour que les gens ne se perdent pas et les repèrent. Donc, c'est le deuxième mercredi de chaque mois. Deuxième mercredi de chaque mois. Alors, c'est à partir de 19h. Et donc, nous avons fait ça. On va faire une pub pour eux. Il faut bien le dire. C'est au Flunch de Toulouse, allée Jean Jaurès. Voilà. Au Flunch de Toulouse, allée Jean Jaurès. Voilà. Donc, ils sont très sympathiques. Ils nous accueillent dans une salle du haut. Donc, on est tranquille, on est entre nous. Et voilà, on a tout le loisir d'échanger ce que nous avons échangé tranquillement. Alors, comment est organisé un repas ufologique? Bon, on y mange, bien entendu, ça, on l'a très bien compris. Mais ça se passe comment? Qui prend la parole? Comment est-ce que c'est organisé, on va dire? Alors, c'est organisé sans être organisé. On veut pas que ce soit dogmatique. C'est quelque chose de très vivant. Donc au départ, c'est vrai que on mange tout simplement, et puis est-ce qu'on peut mieux parler une fois qu'on a mangé? Donc on s'amène au plateau, on va se mettre par pôle de sensibilité plus ou moins ou d'informations qu'on a à s'échanger avec telle ou telle personne. En général, on fait des tables en carré, des espèces de T ou de carré pour essayer de se voir au maximum les uns les autres. On peut pas faire de cercle parce que c'est pas assez grand, donc on est sur une espèce de carré ou de grand rectangle. Et puis et donc là on discute, et puis quand il y a des intervenants qui viennent, à ce moment-là c'est plus un peu comme un débat. Une fois qu'on a mangé, on pousse une table et puis là ça devient la discussion comme ça. On bouge après bâton rompu. Et puis il y a deuxième mi-temps parce que le flash ferme à 10h30. Deuxième mi-temps va se faire dans un ou deux bars, place Wilson, on va pas les citer. Mais bon. D'accord. Voilà, et ça peut durer jusqu'à 3h du matin. Est-ce que vous avez un programme là de quelques intervenants à venir? Alors le prochain intervenant, ça va être au mois d'octobre, donc c'est très très prochain, et ça va être Jean-Pierre Girard. Voilà. Jean-Pierre Girard qui va venir, et exceptionnellement, ça ne sera pas un mercredi, ça va être un jeudi, donc le jour suivant, et donc c'est le 12 octobre,
Et donc, il va animer le repas sur le thème de son nouveau livre. C'est un peu une bible de tout ce qui est paranormal. Un dictionnaire, oui. Voilà, un petit dictionnaire. Et donc, nous allons le recevoir avec grand plaisir à ce repas. Je pense que ça va être un repas très, très animé parce que c'est un personnage vraiment très intéressant, quoi. Alors, est-ce que vous avez parce que vous nous avez parlé de Bordeaux qui va commencer, Castres également, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez les heures et les lieux, par exemple, pour ces autres repas ufologiques, par exemple? Alors, je sais que Castres, c'est un samedi, mais alors je pourrais pas vous dire, je crois que je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Hein. Je sais que c'est un samedi, mais je sais pas si c'est le premier. La confidence m'a été dite aujourd'hui, mais j'ai pas retenu si c'est le premier ou le deuxième du mois. Là, je pense qu'il vaut mieux se mettre sur le site de Gérard Lebas, le site des repas ufologiques. Et là, il y a tous les repas qui sont déclinés avec les heures, les jours et les lieux. Là, pour les gens intéressés, je crois qu'il vaut mieux qu'ils se branchent directement sur le site de Gérard, repas ufologique, quoi. Là, ils auront tous les renseignements, il vaut mieux. Alors, le site internet, quel est-il? Alors, je suis très embêtée, je ne l'ai pas sous le nez. Je pense que s'ils cliquent repas ufologique, ils vont trouver. Hein. Oui, sur un moteur de recherche en mettant repas. Trouver, oui, parce que là, je l'ai pas pris. Là, je rentre de Castres et j'ai pas eu le temps on est rentré assez tard. Et j'ai pas eu le temps de mettre tous mes petits papiers et j'ai zappé l'info du repas. Mais là, je pense que en cliquant cela, vous allez le trouver facilement. Hein, voilà. D'accord. Alors, tiens, justement. Sinon, une autre info. Ils sont annoncés régulièrement sur le magazine Top Secret, que l'on trouve, c'est un bimensuel. Et là, Top Secret annonce fait la liste de tous les repas, des horaires et des lieux. Voilà, là vous les trouverez sur Top Secret aussi. Sinon, je viens de retrouver l'adresse internet. C'est donc www.les ufologique.com. Voilà, les ufologique.com. Et là, on a toutes les informations. Voilà, super. Bon, donc le prochain, redites-nous quand est-ce que c'est à Toulouse? Alors le prochain, c'est mercredi, hein, c'est mercredi là pour le mois de septembre. Oui. Donc là, comme c'est la rentrée, on n'a pas d'intervenants, ça va être les retrouvailles, puis de nouvelles personnes et puis les retrouvailles, de tout le monde. Et puis c'est le suivant, donc ce sera exceptionnellement le jeudi 12 octobre. Donc avec Jean-Pierre Girard, voilà. Très bien. Et là, vous ne parlerez pas d'ufologie pour le coup? On ne parlera pas d'ufologie, mais ça peut dériver parce que ce sont des mondes parallèles aussi que nous allons explorer avec Jean-Pierre. Donc, d'accord, très bien. Par d'autres dimensions, on va dire. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Isor. De rien, merci à vous. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Je vous rappelle donc que en ce qui concerne l'ufologie, le week-end est déjà chargé. Donc rendez-vous à Groyer dans le Tarn, juste à côté de l'aérodrome, pour participer demain à la deuxième et dernière journée de ce forum international d'ufologie, avec donc plusieurs intervenants demain à partir donc de 9h. En ce qui concerne le programme, ça commencera à partir de 9h30 avec donc des conférences jusqu'à 17h45 où il y aura à ce moment-là la clôture des travaux. Il y a des stands d'associations qui s'intéressent à l'ufologie et il y a également un stand où vous allez pouvoir rencontrer les différents auteurs de livres traitant d'ufologie et vous faire dédicacer les livres, bien entendu. Et il y a au milieu de tout cela, à partir de midi, animé par Gérard Lebas lui-même qui a créé les repas ufologiques, un repas ufologique avec débat évidemment, question du public juste après le repas. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Isilorio Massarini, soutiene Regina Forza.
Notre émission se termine. Les aventuriers de l'étrange vous donnent rendez-vous sur Sud Radio comme d'habitude, évidemment demain. Demain, un sujet tout à fait passionnant avec un architecte qui s'est penché sur les messages cachés, je ne dirais pas secrets puisque ils sont au vu et au su de tout un chacun. Encore faut-il savoir les lire. Les messages cachés des cathédrales. Vous allez voir, ça va être une émission absolument passionnante. Il s'appelle Thierry de Champry et il a écrit un livre qui fait référence dans ce domaine, un magnifique bouquin paru aux éditions Très Daniel. Ça s'appelle Les cathédrales, verbes géométriques, et attendez-vous à des révélations vraiment tout à fait étonnantes. Une dernière fois encore, les références du livre consacré aux recherches du docteur Jacques Benveniste. Donc ça s'intitule Ma vérité sur la mémoire de l'eau, c'est aux éditions Albin Michel, avec une préface du professeur Brian D. Josephson, qui a été prix Nobel et qui est toujours prix Nobel, puisque quand on a eu le prix Nobel, c'est à vie, prix Nobel de physique donc en 1973. En ce qui concerne les émissions à venir, je fais un appel à témoins. Si vous êtes allé à Lourdes pour des questions de guérison, de maladie, si vous avez senti des effets, eh bien votre témoignage nous intéresse. Si vous avez vécu une sortie hors du corps, eh bien votre témoignage nous intéresse également pour une prochaine émission. Vous avez plusieurs biais donc pour nous contacter. Sur la boîte vocale, vous pouvez nous laisser un message au 0826 300 300, ça n'est pas un numéro surtaxé, soyez rassurés. 0826 300 300, vous nous laissez vos coordonnées et un extrait de votre témoignage, ou vous pouvez nous écrire par mail étrange@sudradio.fr. Merci à Grégory pour la réalisation de l'émission, Karine qui était à côté du standard et Pierre Massias qui m'aide comme chaque week-end à construire cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dimanche pour parler du mystère des cathédrales.